Et je jouais dans le groupe soirée. J'avais déjà eu pas mal de succès avec un petit groupe appelé Jordi. Nous avions eu 2 ou 3 petits succès. À 77 ans, Brian Johnson continue de déjouer les attentes. Cette fois, non pas avec un cri ou un plongeon de scène, mais avec le silence. Pendant des décennies, les fans ont supplié d'entendre un classique d'ACDC direct, un morceau qui définissait l'esprit rebelle du groupe. Pourtant, concert après concert, il a été absent de la setlist. Maintenant, Johnson révèle enfin pourquoi. Et il ne s'agit pas de l'âge, de la tessiture vocale, ni même de la musique. C'est quelque chose de plus profond, d'émotionnel et peut-être de douloureux. Dans un groupe bâti sur le volume sonore, son refus semble audacieux et personnel. Après des années de spéculation, Johnson brise son silence sur les raisons pour lesquelles AC/DC a mis au rebut l'un de ses hymnes les plus légendaires. Brian Johnson a relancé AC/DC après la mort de Bon Scott et a fait de Back in Black un jalon du rock. Brian Francis Johnson est né le 5 octobre 1947 à Dunston Gateshead, Angleterre, une ville ouvrière qui allait plus tard façonner sa personnalité terre-à-terre et pragmatique. Bien avant de mettre les pieds sur une scène mondiale, Johnson n'était qu'un enfant de plus grandissant dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, avec un amour pour la musique et un talent pour le chant. Ses premières expériences de la scène rock locale ont eu lieu dans les années 1960 et 1970, lorsqu'il a commencé à se produire avec divers groupes dans le nord-est de l'Angleterre. Parmi eux, le groupe de glam rock Jordi, où il a acquis une reconnaissance modeste pour sa voix rauque et sa présence scénique énergique. Bien que Jordi n'ait jamais connu un succès international massif, le groupe a donné à Johnson un point d'appui essentiel dans l'industrie et l'a aidé à affiner le style vocal qui ferait un jour de lui une icône mondiale du rock. Ce moment est arrivé février 1980 à la suite d'une tragédie qui a secoué le monde du rock. Bon Scott, le chanteur original d'ACDC et son charismatique leader, était décédé de façon inattendue, laissant le groupe à la croisée des chemins. À la suite de cette perte, AC/DC a discrètement commencé la recherche d'un nouveau chanteur. Quelqu'un qui pourrait honorer l'héritage de Scott tout apportant une énergie nouvelle au groupe. Johnson, qui avait impressionné le groupe des années auparavant lors d'une performance de Jordi, a été invité à auditionner. Selon des entrevues ultérieures, Angus et Malcolm Young ont été immédiatement frappés par sa voix, son attitude et son authenticité. Quelques semaines, Johnson a été officiellement nommé nouveau chanteur d'ACDC. C'était une tâche intimidante, c'est le moins qu'on puisse dire, que de se glisser dans la peau d'un leader bien-aimé quelques mois seulement après son décès. Mais Johnson n'a pas essayé d'imiter Scott. Il a apporté sa propre énergie brute et sans filtre au rôle. Juillet 1980, quelques mois seulement après avoir rejoint le groupe, AC/DC a sorti Back in Black, leur premier album avec Johnson comme chanteur. L'album n'était pas seulement un succès commercial, c'est devenu un phénomène culturel avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Back in Black se classe parmi les albums les plus vendus de tous les temps. Des titres comme You Shook Me All Night Long, Shoot to Thrill et Hell's Bells n'ont pas seulement mis valeur les prouesses vocales de Johnson, ils ont cimenté sa place dans le groupe et ont rassuré les fans que le tonnerre d'ACDC n'avait pas été réduit au silence. De 1981 à 1990, Johnson est resté à l'avant-garde alors qu'ACDC continuait de dominer la scène hard rock. Des albums comme For Those About to Rock, We Salute You 1981, Flick of the Switch 1983 et The Razor's Edge 1990 ont confirmé le statut du groupe tant que légende mondiale du rock. La voix rauque incomparable de Johnson, son interprétation à indice d'octane élevé et sa casquette de newsboy sont devenus emblématiques à part entière. Il avait réussi sa transition des clubs locaux d'Angleterre au stade à guichet fermé à travers le monde et, ce faisant, il a gagné le respect des fans et des critiques qui avaient initialement douté que quiconque puisse succéder à Bon Scott. Les années 2000 n'ont vu aucun ralentissement pour Johnson ou AC/DC. Le groupe a continué à tourner intensivement et a sorti de nouveaux morceaux qui ont trouvé un écho auprès d'une nouvelle génération de fans de rock. Des albums comme Stiff Upper Lip 2000 et Black Ice 2008
ont démontré que AC/DC n'avait aucune intention de devenir un groupe nostalgique. Ils étaient néanmoins toujours pertinents, toujours puissants et remplissaient toujours les arénas sur tous les continents. Johnson est resté un élément essentiel de ce succès, apportant à chaque performance la même énergie implacable qu'il avait livrée des décennies plus tôt. Sa capacité à maintenir sa puissance vocale et à se connecter avec le public a maintenu l'héritage du groupe, tout garantissant qu'il reste enraciné dans l'authenticité. 2014, AC/DC a sorti Rock or Bust, un autre album à succès mondial qui a renforcé davantage le rôle central de Johnson dans le groupe. Une fois de plus, il a pris la tête d'une tournée mondiale qui a emmené le groupe dans des salles à guichets fermés à travers l'Europe, les Amériques et au-delà. Cependant, cette période a également marqué le début d'un chapitre plus turbulent dans l'histoire du groupe. Le guitariste fondateur Malcolm Young a été contraint de se retirer raison d'une démence croissante, une perte qui a frappé le groupe à un niveau profondément personnel. À peu près au même moment, le batteur de longue date Phil Rudd a été confronté à des problèmes juridiques qui ont perturbé la section rythmique du groupe et menacé son unité. Malgré ses défis internes, Johnson a continué à diriger depuis l'avant, faisant preuve de résilience et d'un dévouement inébranlable envers les fans et la musique. La vérité cachée derrière son départ soudain d'AC/DC et la controverse sur le remplacement d'Axl Rose. La carrière de Brian Johnson avec AC/DC a été marquée par des sommets incroyables, mais elle n'a pas été sans défi ni controverse. Le problème le plus important et le plus discuté publiquement ces dernières années a peut-être été son départ soudain de la tournée 2016 du groupe raison d'une perte auditive. L'annonce a été un choc pour les fans du monde entier. La voix distinctive de Johnson faisait partie intégrante du son d'AC/DC depuis plus de 3 décennies et entendre dire qu'il se retirerait milieu de tournée a été à la fois surprenant et décourageant pour beaucoup. Ce qui a rendu la situation encore plus compliquée, c'est la façon dont elle s'est déroulée. Initialement, le groupe et la direction ont présenté le départ de Johnson comme une étape nécessaire pour protéger son audition, un problème de santé qui avait apparemment atteint un point critique. La perte auditive est une préoccupation sérieuse pour de nombreux musiciens, particuliers ceux qui sont exposés au volume sonore constant des performances rock. Johnson lui-même a expliqué plus tard qu'il avait été forcé de faire le choix difficile de préserver l'audition qui lui restait afin d'éviter des dommages permanents. Pourtant, malgré cette raison compréhensible, la façon dont la nouvelle a été partagée et la vitesse avec laquelle Axl Rose de Guns N' Roses a été amené pour le remplacer a suscité la controverse. De nombreux fans ont supposé que Johnson avait été poussé vers la sortie ou traité injustement. La nature soudaine du changement, combinée à une communication limitée de la part du groupe, a donné lieu à des rumeurs et à de la méfiance, laissant certains supporters avec le sentiment que le départ de Johnson avait été mal géré. La réaction entourant le rôle d'Axl Rose tant que leader remplaçant d'AC/DC pendant le reste de la tournée Rock or Bust a ajouté à la complexité. Rose est un chanteur légendaire à part entière, mais sa nomination à la place de Phil Johnson a été polarisante. Des rapports indiquaient que Brian Johnson n'avait pas pleinement approuvé la décision de Rose de reprendre les performances directes. Bien que Johnson ait évité de condamner publiquement le groupe ou Rose, son silence sur la question disait long, alimentant les débats au sein de la communauté de fans et de la presse musicale. Certains ont considéré cette décision comme une solution pragmatique à une situation difficile, garantissant que le groupe puisse continuer à tourner et à honorer ses engagements. D'autres l'ont considéré comme un manque de respect envers l'héritage de Johnson et se sont demandé si elle ne sapait pas l'esprit d'AC/DC, mettant de côté une figure clé sans un soutien clair. Cette controverse a mis évidence l'équilibre délicat que les groupes doivent maintenir lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de santé et de personnel, particuliers ceux qui impliquent enfin des membres ayant un statut emblématique. Pour Johnson, dont la voix a contribué à définir l'ère la plus réussie d'AC/DC, le fait de se retirer a sans aucun doute été un coup dur personnel et professionnel.
Pourtant, son choix était avant tout une question de préservation de soi et de reconnaissance du tribut physique que des décennies de performances à haut niveau sonore avaient exigé. Il convient de noter que le départ de Johnson n'a pas été une décision prise à la légère. C'était une question de nécessité et son souci de son propre bien-être reflète un côté humain souvent éclipsé par les personnalités de rockstar. Malgré la controverse, les contributions de Johnson à AC/DC restent incontestées. Son style vocal et sa présence sur scène ont aidé le groupe à traverser une période critique après la mort de Bon Scott et ont contribué à certains des plus grands succès commerciaux du groupe. L'épisode du départ, aussi difficile soit-il, n'a pas diminué son impact. Il a également ouvert des conversations sur la santé des musiciens et les défis du vieillissement dans une profession exigeante physiquement. L'expérience de Johnson nous rappelle que derrière la musique et la célébrité, il y a des limites humaines bien réelles. La réaction partagée à l'implication d'Axl Rose a également souligné la loyauté passionnée des fans d'AC/DC. Les fans se sont débattus avec la question de l'authenticité par rapport à la praticité. Un groupe comme AC/DC devrait-il continuer à tourner sans son leader classique ou cela trahirait-il l'héritage du groupe ? La réponse est complexe et varie selon le point de vue individuel. L'absence de Johnson s'est fait cruellement sentir, mais la décision du groupe de continuer reflétait un engagement envers les fans et les réalités de l'industrie musicale. Avec le recul, l'épisode a mis évidence les défis auxquels sont confrontés les groupes vétérans pour concilier continuité et respect de leur histoire. Dans les années qui ont suivi la controverse, Brian Johnson s'est concentré sur son rétablissement et le maintien de sa santé. Bien que la nature soudaine de son départ ait laissé de nombreuses questions sans réponse à l'époque, Johnson n'a depuis exprimé aucun regret quant au fait d'avoir accordé la priorité à son audition. Son retour studio et ses apparitions occasionnelles directes ont été accueillis favorablement par les fans désireux de le voir reprendre sa place sur scène. L'épisode est maintenant considéré moins comme un scandale que comme un tournant nécessaire. Un tournant qui souligne l'importance pour les artistes de prendre soin d'eux-mêmes, même au milieu des pressions de la célébrité et des attentes. Le retour de Brian Johnson 2020, surmontant la perte auditive et révélant l'histoire de sa vie dans The Lives of Brian. 2020, après des années d'absence sous les projecteurs, raison de ses problèmes d'audition, Brian Johnson a fait un retour surprenant et triomphal avec AC/DC, avec la sortie de leur album Power Up. Ce retour n'était pas seulement un clin d'œil nostalgique à l'âge d'or du groupe, c'était une déclaration claire que Johnson avait surmonté l'un des plus grands obstacles de sa carrière. Le secret de son retour résidait dans une technologie auditive avancée qui lui a permis de gérer les dommages qu'il avait subis et de préserver sa voix pour les performances exigeantes que le rock and roll exige. Cette percée a été un tournant important, non seulement pour Johnson personnellement, mais aussi pour l'avenir d'AC/DC. Car cela signifiait que le son classique du groupe pouvait à nouveau être mené par le chanteur qui a contribué à le définir pendant des décennies. La sortie de Power Up a été accueillie avec enthousiasme et soulagement par les fans du monde entier, dont beaucoup craignaient que l'héritage du groupe ne soit à jamais altéré par les problèmes de santé de Johnson. Avec cet album, AC/DC a non seulement réaffirmé sa place dans le monde du rock, mais a également mis valeur la résilience et la détermination de son chanteur. La capacité de Johnson à s'adapter et à surmonter sa perte auditive reflète son profond engagement envers la musique et envers les fans qui l'ont soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. C'était un rappel que derrière les riffs tonitruants et les voix puissantes se cache un être humain confronté à de réels défis et qu'avec le bon soutien et la bonne technologie, même les problèmes apparemment insurmontables peuvent être gérés. 2 ans plus tard, 2022, Johnson a offert aux fans un regard encore plus approfondi sur sa vie et sa carrière avec la sortie de son autobiographie The Lives of Brian.
Ce livre a fourni un récit candide et détaillé de son parcours, de son humble enfance dans la classe ouvrière à Gateshead, au haut et au bas, de son intégration à l'un des plus grands groupes de rock du monde. Johnson n'a pas hésité à parler de sa perte auditive, de la douleur de s'éloigner de la scène et de l'impact émotionnel de ces années. Plus important encore, il a partagé des histoires qui ont mis lumière le lien fort qu'il a forgé avec les jeunes frères, Angus et Malcolm, dont l'amitié et le partenariat ont été au cœur du succès durable d'ACDC. Ces mémoires ont donné au lecteur un rare aperçu des luttes personnelles et des triomphes derrière la légende, humanisant une figure souvent vue uniquement à travers le prisme de sa personnalité sur scène. Entre 2023 et 2024, Brian Johnson a fait une série d'apparitions directes limitées avec AC/DC, signalant un retour sur scène prudent mais plein d'espoir. Ses performances comprennent des événements de haut niveau comme le Power Trip Festival, où les fans ont constaté de visu que la voix de Johnson reste aussi puissante et distinctive que jamais. Cependant, Johnson a pris soin d'éviter les tournées complètes, conscient des considérations permanentes liées à son audition. Cette approche équilibrée reflète une compréhension mature de ses besoins, matière de santé, tout honorant sa passion pour la performance et la connexion avec le public. Ces apparitions sélectives ont été accueillies avec enthousiasme, donnant l'assurance que même si la route à venir peut nécessiter des ajustements, sa place dans l'histoire du rock est loin d'être terminée. Cette phase de la carrière de Johnson se relie naturellement au chapitre précédent de son parcours. Les batailles contre la perte auditive, les controverses entourant son départ et l'héritage durable qu'il a contribué à bâtir. C'est une histoire de résilience, d'innovation et des réalités évolutives auxquelles sont confrontés les musiciens rock vieillissants. Grâce à une technologie de pointe et à un nouvel accent mis sur les soins personnels, Johnson a réécrit ce que beaucoup pensaient être une fin inévitable à son temps avec AC/DC. Au lieu de s'éteindre dans la retraite, il a démontré que l'adaptabilité et la détermination peuvent maintenir l'esprit rock vivant. De plus, l'autobiographie de Johnson ajoute une autre couche à ce récit, donnant aux fans et aux observateurs une compréhension plus complète de l'homme derrière le micro. Ses réflexions sur son éducation et les expériences formatrices qui ont façonné son éthique de travail et son attitude révèlent pourquoi il a été capable d'endurer les hauts et les bas d'une carrière exigeante. Les anecdotes personnelles et les aveux sincères dans The Lives of Brian enrichissent notre appréciation pour Johnson, non seulement tant que voix dans un groupe légendaire, mais tant que personne qui a relevé des défis de front avec honnêteté et courage. Ses récentes apparitions directes confirment outre que Johnson reste un interprète vital et engageant, capable de fournir l'énergie brute et la connexion que les fans attendent. Pourtant, sa volonté de se retirer des tournées complètes signale également une approche réfléchie de la longévité qui équilibre la passion et la prudence. C'est un rappel que même les légendes du rock doivent évoluer avec le temps, prenant soin d'elles-mêmes pour s'assurer qu'elles peuvent continuer à partager leur art. La bataille de Brian Johnson contre le syndrome de l'imposteur et ses ennuis juridiques mineurs. Malgré le retour triomphal de Brian Johnson à AC/DC et son parcours remarquable pour surmonter sa perte auditive, son histoire est également marquée par des luttes personnelles qui restent souvent invisibles derrière les voix rugissantes et les performances électrisantes. L'un des aspects les plus poignants qu'il ait partagé, notamment dans des interviews et dans ses mémoires, The Lives of Brian, est la bataille intérieure qu'il a menée avec son identité et sa célébrité. Johnson a ouvertement révélé que pendant longtemps, il s'est débattu avec le syndrome de l'imposteur, le sentiment de ne pas tout à fait appartenir, qu'il ne faisait que vivre dans l'ombre de Bon Scott, le leader original d'ACDC dont l'héritage était à la fois aimé et monumental. Cette lutte psychologique a été aggravée par l'énorme pression de devoir assumer un rôle qui était bien plus que simplement chanter sur scène. Johnson ne remplaçait pas seulement un chanteur, il remplissait les chaussures d'une icône du rock dont la personnalité et la voix étaient devenues indissociables de l'identité première d'ACDC, les fans,
Les critiques et le groupe lui-même devaient l'accepter, et cette acceptation n'était jamais garantie. Dans des moments de candeur, Johnson a décrit comment le poids des attentes lui paraissait parfois accablant. La célébrité qui accompagnait l'arrivée dans AC/DC, un groupe déjà voix de devenir une superstar, était intimidante. Au lieu de se sentir comme un moment triomphal, ce fut pendant un certain temps une période d'adaptation difficile où il s'est demandé s'il était digne de ce rôle ou s'il serait un jour considéré comme sa propre personne plutôt que comme le remplaçant de Bon Scott. Pourtant, malgré ses doutes, Johnson a persévéré. Il a surmonté ses insécurités, trouvant sa propre voix et son propre style qui allait définir le son du groupe pendant des décennies. La vulnérabilité qu'il a partagée au sujet du syndrome de l'imposteur humanise une figure souvent perçue uniquement comme une légende du rock. Cela nous rappelle que même ceux qui semblent plus grands que nature sont capables de se sentir incertains et de faire face à des batailles internes. Son histoire reflète une vérité plus large sur la célébrité. L'image publique saisit rarement la complexité de ce qu'il faut pour réussir dans un environnement aussi stressant. Pour Johnson, il ne s'agissait pas seulement de trouver les bonnes notes, il s'agissait de se prouver à lui-même qu'il avait sa place. Parallèlement à ces défis émotionnels, Johnson a également rencontré des difficultés pratiques dehors de la musique, notamment un problème juridique mineur qui a attiré l'attention des tabloïds au Royaume-Uni. Le litige portait sur sa collection de voitures classiques, un hobby qui reflétait sa passion au-delà de la scène, mais qui a également conduit à un bref problème fiscal. Bien qu'il ne s'agisse aucun cas d'un scandale majeur, ce problème juridique a ajouté un chapitre inattendu à l'histoire de sa vie. Le litige fiscal a été géré discrètement et résolu sans conséquences significatives, mais sa couverture dans la presse a rappelé que même les rockstars doivent naviguer dans les complexités des finances personnelles et des responsabilités juridiques. Bien que cet épisode ait été mineur par rapport à l'ampleur de sa carrière, il met évidence les défis qui accompagnent la gestion de la richesse et de la célébrité, particuliers pour les artistes qui se retrouvent soudainement sous les feux de la rampe. Pour Johnson, dont les racines ouvrières ont instillé un fort sens des responsabilités et de l'humilité, de telles questions étaient peut-être plus frustrantes parce qu'elles détournaient son attention de la musique. Pourtant, il a réussi à résoudre la situation discrètement, conservant sa réputation et évitant des retombées majeures. Le silence controversé de Brian Johnson et le débat sur ses mémoires. Les années passées par Brian Johnson loin d'AC/DC, grande partie raison de ses graves problèmes d'audition, ont été marquées non seulement par des luttes personnelles pour sa santé, mais aussi par des controverses publiques et des spéculations. Pour de nombreux fans et observateurs, son absence soudaine des projecteurs était déroutante et parfois frustrante. Des accusations ont commencé à circuler selon lesquelles Johnson avait disparu sans explication, ce qui a conduit à des rumeurs et à des informations erronées sur son état et son statut au sein du groupe. À une époque où les médias sociaux et les mises à jour instantanées dominent l'interaction entre les célébrités et leur public, le silence relatif de Johnson a été interprété par certains comme un manque de transparence, voire une indifférence envers ses fans. Cela a créé un vide d'information qui a alimenté des spéculations non fondées et même des critiques, certains l'accusant d'abandonner ses responsabilités ou de cacher la vérité. Réalité, le choix de Brian Johnson de garder les détails en dessous des détails de sa santé et le parcours compliqué pour trouver des traitements efficaces contre sa perte auditive, grande partie privée, était enraciné dans des raisons profondément personnelles. La perte auditive est un problème sensible et souvent chargé d'émotions pour les musiciens, particulier pour quelqu'un comme Johnson, dont la carrière dépend de ses capacités vocales. Le processus de gestion de cette condition impliquait des traitements médicaux, des consultations et l'utilisation de technologies auditives avancées qui nécessitaient tous de la concentration, de la patience et de la discrétion. La publication de tous les détails aurait pu ajouter une pression ou une distraction inutile pendant une période déjà difficile. Pour Johnson, protéger sa vie privée était essentiel pour maintenir son bien-être mental alors qu'il surmontait ses difficultés. Cette préférence pour la vie privée est compréhensible.
Pourtant, elle contrastait fortement avec les attentes des fans à l'ère numérique, où les artistes partagent souvent des détails intimes de leur vie ligne. Le décalage entre le besoin de discrétion de Johnson et le désir de transparence du public a conduit à des malentendus et malheureusement à un certain degré de critique. Certains médias ont présenté son absence comme mystérieuse ou problématique, compliquant davantage la perception de la situation par le public. C'est un exemple clair des défis auxquels sont confrontés les artistes qui doivent trouver un équilibre entre leurs limites personnelles et l'intense examen minutieux qui accompagne la célébrité. L'expérience de Johnson met en évidence la façon dont le manque d'information peut parfois causer plus de mal que la vérité elle-même, car la spéculation comble le vide laissé par le silence. Parallèlement à ces défis entourant sa santé et son absence de la scène publique, l'autobiographie de Johnson 2022, The Lives of Brian, a ajouté une autre couche à la conversation. Les mémoires étaient attendues avec impatience par les fans désireux de savoir plus sur l'homme derrière la voix légendaire et ses expériences sur scène, sur son et dehors. Bien que le livre ait livré des réflexions candides sur l'éducation de Johnson, son parcours pour rejoindre AC/DC et ses batailles contre la perte auditive, il a également suscité des débats, particuliers sur la façon dont Johnson a choisi d'aborder l'héritage de Bon Scott, le leader original d'AC/DC. La relation de Johnson avec la mémoire de Bon Scott est un sujet délicat compte tenu du statut emblématique de Scott et de sa mort tragique précoce. Dans l'autobiographie, Johnson s'est délibérément abstenu de s'étendre profondeur sur des commentaires personnels ou émotionnels concernant Scott, un choix qui a surpris et déçu certains lecteurs. Johnson a expliqué dans des interviews que cette retenue était une décision consciente par respect. Il ne voulait pas donner l'impression qu'il essayait d'éclipser ou de réinterpréter l'héritage de Scott, qu'il reconnaissait comme sacré pour le groupe, les fans et l'histoire du rock général. Ce sens de la révérence a façonné la façon dont Johnson a abordé sa propre histoire, se concentrant sur ses expériences sans empiéter trop sur le récit de Scott. Cependant, cette décision n'a pas plu à tous les lecteurs. Les critiques et certains fans ont exprimé leur frustration que les mémoires aient manqué l'occasion de fournir une perspective plus émotionnelle ou perspicace sur la période de transition cruciale après la mort de Scott et la dynamique au sein du groupe. Ils espéraient un regard plus intime sur la façon dont Johnson s'est senti entrant dans des chaussures aussi énormes et sur la façon dont l'ombre de Scott a influencé sa carrière et son identité. La retenue émotionnelle perçue a conduit à des accusations selon lesquelles Johnson retenait des informations clés, laissant un vide dans la narration qui, selon certains, aurait pu ajouter de la profondeur et de la vulnérabilité au livre. Brian Johnson explique pourquoi AC/DC ne jouera jamais Love Song direct. À 77 ans, Brian Johnson continue de captiver les fans du monde entier, non seulement avec sa voix incomparable, mais aussi avec son honnêteté et sa profondeur de perspicacité dans l'héritage durable d'AC/DC. Après des décennies de performances explosives, de disques tête des palmarès et de batailles au personnel menées sur scène et dehors, Johnson reste une voix d'authenticité dans le monde du rock et maintenant, dans un moment rare et révélateur, il s'est ouvert sur une chanson particulière d'AC/DC que le groupe a refusé à plusieurs reprises d'interpréter direct. Une révélation qui ajoute une autre couche intrigante à leur histoire. Cette révélation n'est pas venue avec un éclat dramatique ou une controverse, mais plutôt avec la clarté ancrée et réfléchie qui est venue à définir Johnson dans ces dernières années. Parlant avec sincérité, il a expliqué la vraie raison pour laquelle AC/DC évite d'interpréter le morceau Love Song de leur album australien High Voltage de 1975, une décision qui, étonnamment, n'a rien à voir avec des défis techniques ou des limites logistiques. Dans une interview candide, Johnson a reconnu que le choix du groupe était motivé par l'instinct artistique et l'authenticité émotionnelle. Nous ne pensons tout simplement pas que cela représente ce qu'est AC/DC, a-t-il déclaré, faisant référence au ton doux, presque tendre du morceau, complètement en contradiction avec l'image de hard rock tonitruant et sans fioriture que le groupe a construite au fil des décennies. Ce n'est pas nous, ce n'est pas pour ça que les gens viennent nous voir. La chanson, qui présente des mélodies douces et des paroles romantiques,
était une rare tentative précoce du groupe d'expérimenter un style de ballade plus traditionnel. Mais dès le début, elle ne s'est pas bien accordée avec l'identité musicale du groupe. Malcolm et Angus Young, connus pour leurs riffs bruts et leur énergie agressive, auraient grimacé devant le morceau, plaisantant même sur le fait qu'il ressemblait davantage à quelque chose venant d'un groupe de pop qu'au monde rock'n'roll à assez haute tension et grinçant d'ACDC. Bien que la chanson ait été enregistrée pendant l'ère Bon Scott, bien avant que Johnson ne se joigne au groupe 1980, sa présence dans le catalogue du groupe a toujours été considérée comme une anomalie. Johnson lui-même ne l'a jamais interprétée. Et selon lui, il n'y a jamais eu de discussion sérieuse quant à son inclusion dans les setlists, même à des fins nostalgiques. Nous avons tout un catalogue de chansons qui vous frappe comme un train de marchandises, a-t-il expliqué. Quand vous êtes sur scène et que vous avez 60 000 fans, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que vous ralentissiez et que vous commenciez à geindre. Les paroles de Johnson reflètent non seulement son propre point de vue, mais aussi une philosophie partagée au sein du groupe. Leur engagement envers la cohérence, l'intensité et la puissante connexion qu'ils entretiennent avec leurs fans. Cet engagement n'est pas seulement un choix de performance, c'est une question d'identité. Au fil des ans, AC/DC a construit une marque enracinée dans la puissance brute, l'esprit rebelle et l'énergie implacable. Même leurs chansons plus lentes, comme Ride On ou The Jack, conservent un côté grinçant qui les maintient phase avec le son caractéristique du groupe. Love Song, cependant, a franchi une limite vers un territoire inconnu, penchant trop fortement vers un ton sentimental qui ne correspondait tout simplement pas à ce qu'ils étaient alors ou maintenant. Pour un groupe qui n'a jamais fait de compromis pour suivre les tendances ou viser le succès des palmarès, le fait d'omettre ce morceau de leur spectacle direct a toujours été une décision consciente de rester fidèles à leurs racines. Johnson a également souligné que les commentaires des fans ont joué un rôle dans la formation du répertoire live du groupe. « Nous écoutons la foule », a-t-il dit. « Nous savons pourquoi ils viennent. Et nous ne sommes pas sur le point de les décevoir avec une chanson à laquelle même nous ne croyons plus. » La clarté et la conviction dans sa voix indiquent clairement qu'il ne s'agit pas de ne pas aimer le morceau tant que musicien. Il s'agit d'honorer le contrat qu'ils ont toujours eu avec leurs fans, de livrer du rock électrisant et sans filtre, sans compromis. Même des décennies plus tard, cette promesse continue de façonner chaque setlist et chaque décision, y compris la mise au rencard discrète d'une chanson qui ne convient pas. Fait intéressant, l'explication de Johnson ajoute de la profondeur à l'histoire du groupe, offrant un rare aperçu des coulisses de la façon dont les choix créatifs sont faits, non pas pour des raisons commerciales, mais pour l'authenticité. Alors que de nombreux groupes incluent des œuvres précoces dans leurs spectacles directs par obligation ou par nostalgie, AC/DC n'a jamais été du genre à se conformer. Du rejet des normes de l'industrie à la résistance à la perte de membres clés, le groupe a toujours pris la voie qui lui semblait juste, pas nécessairement celle que les autres attendaient. Love Song sert de rappel des premières expérimentations du groupe et de la clarté qui a suivi. Une décision de supprimer tout ce qui ne servait pas leur objectif ou ne correspondait pas à leur esprit. Les fans peuvent se demander si cette chanson trouvera un jour sa place dans une future performance, peut-être tant que rare retour arrière ou dans le cadre d'une rétrospective, mais d'après les commentaires de Johnson, cela semble peu probable. Le groupe a montré à maintes reprises qu'il n'est pas intéressé à ressasser les faux pas ou à se livrer à un service aux fans qui semble inauthentique. Il ne s'agit pas de prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas, a déclaré Johnson. Il s'agit de savoir qui nous sommes et de rester fidèle à cela, peu importe le nombre d'années qui passent. Quant